psychanalyste, mais engagée dans les mêmes problématiques que vous, comme on va le voir. Et du coup, j'étais très intéressée par les présentations des deux Bernard, qui, à leur manière, abordent exactement le même type de soucis auxquels on est confronté. Et donc, comme l'a dit Sarah, notre spécialité à la Fondation, c'est de recevoir des bébés à partir de 1 mois jusqu'à des adultes sans limite d'âge qui peuvent présenter soit des troubles neuropsychologiques, donc cognitifs, soit des troubles qu'on appelle neurovisuels et dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui rejoignent toute cette discussion sur le rôle de la perception dans le développement, qu'il soit cognitif, moteur ou social. Donc, j'espère que le pointeur va marcher. Voilà. Donc en fait, mon activité, c'est à la fois une activité de chercheur et de clinicienne. Et du coup, cette présentation est à cette image. Et j'ai fait le choix de ne pas présenter des cas cliniques, mais parmi vous, il y a pas mal de gens avec qui on travaille et qui nous envoient des bébés et des enfants régulièrement. Donc vous allez reconnaître sous cette forme générale tous ces enfants qu'on suit ensemble. Donc d'abord, je voudrais vous dire un mot du développement de l'enfant et de son lien avec la vision. Et donc, vous le savez tous, mais c'est toujours bien de le rappeler, dès la naissance, en fait, le bébé va faire des acquisitions. Et la majeure partie de ces acquisitions sont sous l'influence de la vision. Et donc, vous voyez, j'ai mis en vert là tout ce qui concerne la vision. Donc, évidemment, voir, comme son nom l'indique, prendre connaissance du monde autour de soi, mais aussi, on le sait moins, et je crois que Bernard Gols l'a un peu introduit à demi-mot quand il parlait du rôle de la vision sur le toucher, qui permet de désambiguïser des situations. En fait, on ne sait pas toujours que la vision sert à lier toutes les modalités entre elles. Et donc, lorsqu'il y a un déficit sur le plan visuel, évidemment, l'audition et le toucher fonctionnent, mais cette capacité à lier et à construire une perception amodale ou supramodale, suivant les termes que les gens utilisent, est permise par la vision, qui est ce sens qui va construire cette représentation au-dessus de toutes les perceptions. Mais évidemment, dans le fait d'imiter, d'attraper, de se déplacer, de pointer, et même, on l'a senti aussi dans la présentation de Bernard Gols, même communiquer, exige d'avoir pris conscience de la personne en face de soi, d'avoir réussi du coup à distinguer soi de l'autre. Et on sait que dès la naissance, le bébé va être capable, s'il perçoit visuellement comme il le devrait, d'imiter non seulement les émotions du visage, mais aussi les gestes articulatoires. Et donc, il y a eu des expériences faites. Vous voyez à l'écran un bébé qui imite la forme des lèvres pendant qu'une personne en face de lui prononce un A, un O, un I. Et on sait maintenant que le bébé, à quelques heures de vie, est capable de mimer le geste articulatoire pour peu qu'il ait une personne en face de lui et qu'il ait la vision et l'audition en même temps. C'est-à-dire que s'il n'a que l'audition ou que la vision, ça ne se produira pas. Donc on sait que la vision a ce rôle extrêmement important dans le développement très précoce. Et ensuite, passer le stade des acquisitions, au niveau des apprentissages, ça va être la même chose. Et la vision va permettre l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul. Et on l'oublie trop souvent, mais toutes ces activités sont avant tout des activités visuelles. Et donc là encore, voilà, je vous ai signalé tout ce qui nécessitait la vision. Et donc, la particularité de la vision, c'est qu'elle s'inscrit dans ce que vous entendez souvent évoquer comme la boucle perception-action, c'est-à-dire que nos perceptions vont influencer nos actions et nos actions vont en retour influencer nos perceptions. On n'a pas une séparation nette entre perception et action, on a vraiment une boucle incessante et lorsque vous percevez quelque chose, cela va forcément influencer les actions que vous faites, mais au moment où vous faites l'action, vous avez aussi la capacité d'anticiper le résultat de votre action, de vous représenter le résultat de cette action et cette action va en retour influencer vos perceptions. Mais dans le domaine de la vision, on a aussi
une boucle incessante entre la vision et les apprentissages et la vision et la relation. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la vision va nous servir à apprendre dans tous les domaines et les apprentissages vont modifier la façon dont on voit. Il suffit de prendre, par exemple, la locomotion. On sait à quel point le fait de commencer à marcher va influencer la façon dont l'enfant perçoit visuellement son environnement. Et alors, pour ce qui est de la relation, évidemment, on est très proche des problématiques qui sont les vôtres, puisque être en relation sans regard, sans la vision, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, voire impossible. Et donc, le bébé a besoin d'être dans une interaction de bonne qualité avec son environnement. Il a besoin d'être stimulé de manière adaptée, adéquate. Et cette relation va lui permettre de construire sa vision. Et la vision va lui permettre de construire une interaction. Puisque là, je voudrais juste dire un mot de cette intrication qui est très importante. Parce qu'on envisage souvent les choses de manière clivée, avec donc une approche neuropsychologique, neurovisuelle, très neuroscientifique, on va dire, d'un côté, et de l'autre côté, une approche qui serait plus psychopathologique, psychanalytique, etc. Il se trouve, pour le vivre au quotidien et pour discuter avec ses mamans, que lorsqu'on se met à la place d'une maman qui est face à un enfant qui ne la regarde pas, qui ne peut pas la fixer, qui ne la reconnaît pas, quand il la fixe, ou qui ne peut pas imiter le sourire, par exemple, en réponse, être en interaction avec un enfant qui exprime ce type de comportement, c'est extrêmement difficile. Et donc, les troubles neurovisuels ne sont pas séparés du monde des interactions ou de la psychopathologie ou de la psychanalyse, bien au contraire, parce que ces troubles-là, même s'ils sont générés par des lésions neurologiques, cérébrales, et là, je pourrais revenir sur le cas qu'a présenté Bernard Toiti avant, de cet enfant qui a fait un arrêt respiratoire, qui a eu différentes histoires, on va dire, causes de vulnérabilité sur le plan neurologique. Cet enfant-là, il se peut très bien qu'il ait eu un véritable problème neurovisuel, et d'ailleurs, il y a cette histoire de strabisme, etc., qui soit en partie lié à ses difficultés à être en relation, évidemment, avec son environnement. Et donc, on a non seulement ce va-et-vient entre perception, action, vision, apprentissage, vision, relation, mais aussi entre vision et développement, évidemment. Et donc, inévitablement, lorsque l'un des deux dans cette boucle est touché, l'autre va l'être aussi. Et donc, comme je le disais, une atteinte neurovisuelle va pouvoir générer un trouble de la relation de la même manière qu'un trouble de la relation peut générer un problème véritable de développement du système visuel. Parce que, comme le langage, la vision va se développer après la naissance. Et si l'interaction n'est pas de bonne qualité, même si le système est équipé pour se développer correctement, ce ne sera pas le cas et le système visuel ne se développera pas comme il faudrait si les stimulations du milieu extérieur ne sont pas adaptées. Et donc un trouble de la vision peut générer un trouble du développement et à l'inverse, tout trouble du développement va pouvoir altérer le développement de la vision. Donc si on parle en termes de développement de la fonction visuelle, donc à la naissance, même si l'acuité est très faible et on pense qu'elle est de 1/20, donc très faible, mais elle permet néanmoins la perception en particulier de l'autre, puisque je vais vous montrer après quels sont les stimuli les plus efficaces, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc l'acuité est faible, le champ visuel est réduit, mais il y a tout de même des stimuli qui sont plus efficaces que d'autres, et en particulier le visage humain, d'autant plus que le bébé a une perception donc contrastée de ce visage, donc avec une luminance particulière, et en mouvement, ce qui permet de détecter et de capter les expressions du visage, par exemple. Et ce sur quoi je voudrais insister, qui est important à savoir, contrairement à ce que l'on pense, le bébé qui naît n'a pas le contrôle de ses mouvements oculaires. Alors pourquoi je dis contrairement à ce qu'on pense ? Parce que souvent, on parle d'évitement du regard chez le bébé, alors qu'il faut savoir qu'un bébé qui ne regarde pas l'interlocuteur à la naissance et les 3 premiers mois de sa vie n'est pas un bébé qui ne veut pas regarder, d'accord ? C'est souvent un bébé qui ne peut pas regarder.
ce qui change énormément les choses, parce que quand on va discuter avec les parents, c'est pas du tout la même chose qu'une maman ou qu'un papa pense que le bébé détourne la tête et évite le regard les premières semaines de vie, ou de penser qu'il voudrait bien le faire, mais que c'est difficile de le faire. Et donc ça, c'est un point important, puisqu'on sait maintenant, depuis maintenant un certain temps, que le contrôle des mouvements du regard oculaire n'apparaîtra que vers 3-4 mois chez les bébés typiques. Donc ça pose question sur l'incapacité de venir fixer la personne en face de soi. Et donc, d'un point de vue vraiment du développement de ce système visuel, comme je vous le disais, pour qu'un système visuel se développe correctement, il faut d'abord qu'il y ait des stimulations visuelles efficaces, c'est-à-dire contrastées, en mouvement, des visages, du son avec, suffisamment mais pas trop, à une distance, comme le disait Bernard Goltz tout à l'heure, d'environ entre 30 et 50 cm, donc idéalement 40 cm. Donc, d'une part, des stimulations environnementales, d'autre part, évidemment, des yeux qui marchent, des voies visuelles qui marchent et surtout des aires visuelles cérébrales qui vont se développer. Et ce qui est très important, c'est de se souvenir que tout ça interagit. D'accord ? On n'a pas chaque étape du système visuel qui se développe, mais l'ensemble du système visuel qui va se développer grâce à ces interactions entre ces différentes étapes. Et donc, juste pour passer rapidement là-dessus, mais quand même citer ce que sont ces stimulations de bonne qualité. Donc, je vous l'ai dit, il faut qu'elles s'inscrivent dans une relation, d'accord, dans une interaction de bonne qualité. Donc, il est évident qu'une maman qui ne regarde pas son bébé dans les yeux, évidemment, qu'il y a un problème de relation, vraiment d'interaction, de contact, de lien. On pourrait appeler ça par plein de termes différents. Finalement, va avoir un impact négatif de fait sur le développement de ses capacités visuelles chez le bébé. Et donc, je vous en reparlerai très vite après, mais on a des collaborations avec des services de périnatalité, comme celui du Vésinet, qui nous envoie des nourrissons sur la base de l'absence de contact visuel entre le bébé et la maman, et pas du tout sur la base pas forcément sur la base d'une vulnérabilité sur le plan neurologique, simplement parce que ce contact n'a pas eu lieu, ne se fait pas, et que notre rôle va être d'essayer d'apprendre au bébé et à la maman à se regarder. Donc il faut que ces stimulations soient de bonne qualité, bien contrastées, etc. Et on sait que les stimulations préférées du bébé sont les visages. Et il faut que le visage soit présenté tel qu'il devrait être, un visage emmêlé, présenté dans le désordre. Ça ne plaît pas du tout au bébé. Il ne va pas fixer ce stimulus. Et vous voyez présenté à l'écran les temps de fixation visuelle, avec en tête les visages, ensuite les stimuli bien contrastés et en dernier lieu les plages uniformes, d'autant plus que vous présentez du bleu qui est très peu vu à la naissance. Donc dommage pour les petits garçons qu'on installait dans des chambres peintes en bleu ou à qui on montrait du bleu ou du noir par exemple, donc qui est moins bien perçu s'il n'y a pas de contraste. Donc ensuite, deuxième étape, il faut que l'appareil oculaire soit intègre. Et là, vous connaissez tout ça. On sait maintenant que si l'œil ne fonctionne pas bien, on va avoir des troubles du développement de toute la fonction visuelle et aussi du développement moteur et des interactions. Et ce qui est très important, c'est de se souvenir que ce déficit oculaire va entraîner en retour un déficit de tout le développement du système visuel jusqu'au cortex. Et donc, on sait que dans les heures qui suivent l'installation d'un problème ophtalmologique, la part cérébrale de la vision va se réorganiser en retour. Et donc, un problème oculaire au départ peut entraîner un problème cérébral dans un second temps. Ensuite, on a cette troisième étape qui est vraiment l'intégrité des voies visuelles. Et tout à l'heure, Bernard parlait de cet enfant qui avait un strabisme et peut-être une immaturité du développement des voies et des papilles pâles, etc. Et donc là, c'est tout cet aspect-là qui peut nuire lui aussi au développement de la part cérébrale de la vision qui va impacter toute la relation au monde. Et dernière étape, l'étape corticale, avec vraiment donc les étapes de détection de ce que les yeux ont perçu et de compréhension, d'analyse, d'attention à ce qui a été présenté au bébé. Et toutes ces étapes sont nécessaires pour développer une vision correcte.
Et donc, c'est ce que je vous disais avant, non seulement on a ces interactions, vision, relation, vision, apprentissage, mais aussi œil-cortex. Donc, le développement de l'œil influence le développement des voies visuelles et du cortex, et à l'inverse, le développement cortical des aires visuelles cérébrales influence le développement des voies visuelles et des yeux. Donc, on a ce va-et-vient constant. Donc, la vision, c'est une modalité, on va dire, d'interaction, vraiment. Donc la complexité de ces troubles neurovisuels qui vont gêner la relation au monde, c'est qu'ils sont invisibles à l'œil nu et que les enfants n'auront jamais aucune plainte par rapport à ça, puisqu'ils ne savent pas quelle est la vision qu'ils devraient avoir. Et donc, grandissant avec cette vision-là, ils imaginent que c'est la vision que tout le monde a. Et donc, moi, il m'est arrivé en consultation d'expliquer à une maman que son enfant ne voyait que la moitié de son visage quand il la regardait en face. Et la maman interroge son fils de 10 ans, presque 11 ans, et lui dit « Mais enfin, tu m'as jamais dit que quand tu me regardais dans les yeux, tu ne voyais qu'une moitié de mon visage ?» Et son fils lui répond « Mais tu ne m'as jamais dit que quand on regardait quelqu'un dans les yeux, on devait voir les deux moitiés du visage. » Et c'est exactement ça, l'histoire de ces enfants, c'est qu'ils grandissent avec une vision qui leur paraît être la vision qu'ils devraient avoir, mais personne n'a les moyens de savoir ce qu'ils voient, comment ils le voient, et eux n'ont pas les moyens de comparer leur vision à celle des autres. Et donc, la vision entretient une interaction complexe, évidemment, avec les émotions et les interactions, et de fait, les troubles neurovisuels vont impacter la compréhension des situations, des émotions et des interactions, et évidemment, ça explique pourquoi, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur le lien entre vision et autisme. Et c'est pour ça aussi que dans tous les témoignages d'autistes, vous avez ces témoignages quant à leur perception tellement atypique, tellement particulière, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, mais qui constitue un vrai sujet d'étude actuellement. Et donc, l'interaction avec le cerveau, je vous en ai parlé, le rôle primordial de la vision dans les apprentissages, je vous en ai parlé. Et donc, si on regarde toutes ces tâches, vous voyez, l'imitation, le pointage, la désignation, la dénomination, l'imagerie mentale, donc les représentations, toutes ces tâches ont en commun la vision. Elles sont toutes sous l'influence de la vision. Et évidemment, si vous avez un trouble visuel, vous avez toutes les chances que toutes ces tâches, tous ces processus, la relation à l'autre, l'anticipation motrice, l'attention conjointe, tous ces processus qui peuvent être altérés d'ailleurs dans l'autisme, vont être altérés aussi sous l'impact d'un trouble neurovisuel. Et donc, ces troubles neurovisuels, ils vont se présenter comme des difficultés du contrôle visuel, d'une réduction du champ visuel, un trouble de l'exploration visuelle, de l'attention visuelle, de l'analyse, de la mémoire visuelle, de la capacité aussi à se représenter les choses et les personnes, et donc de l'imagerie mentale. Et chez le bébé, pour ceux ou celles qui m'ont déjà envoyé donc, des bébés en consultation, dans les comptes rendus, souvent, vous voyez écrit que ces bébés ont des troubles massifs de la fixation visuelle ou de la poursuite visuelle ou un manque d'appétence visuelle ou une attirance pour des stimuli qui sont plus efficaces que d'autres, lumineux, contrastés, en mouvement, etc. Et finalement, si vous traduisez ces troubles-là dans des termes qui sont plus ceux qu'on a l'habitude de voir dans le domaine de l'autisme, vous allez retrouver exactement les signes qui sont listés quand on fait le diagnostic d'autisme. Donc une absence de contact visuel, une absence d'exploration de l'environnement ou de compréhension des situations, peu ou pas d'interaction avec le monde extérieur et des atypies sur le plan perceptif. Et donc, un de mes messages, le message, je dirais, que j'avais envie de porter aujourd'hui, c'est que quand on a des troubles neurovisuels tels que ceux que je vous présente, on a un risque majeur de développer des troubles de l'interaction. Et en aparté, à la pause, Bernard Toiti me disait que c'était ce qui était arrivé à cet enfant dont il avait parlé tout à l'heure. Et donc, évidemment, l'absence de vision va être un risque vraiment très important de développer des traits autistiques. Mais on a aussi un risque de confusion majeure entre des diagnostics et entre le diagnostic de troubles neurovisuels et celui de troubles de l'interaction ou de troubles du spectre autistique. Et donc, du coup, c'est très important de pouvoir faire cette distinction pour la prise en charge. D'accord ? Il y a un enjeu pour savoir quelle prise en charge mettre en place en fonction du diagnostic qui a été posé, soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
Et donc, on a mis au point récemment une batterie qui permet de... Enfin, on avait déjà mis au point une batterie qui permettait de dépister ces troubles à partir de 4 ans. Maintenant, on a une batterie qui permet de dépister ces troubles à partir de 3 mois. Et on est même en train de standardiser, d'étalonner cette batterie à partir de la naissance. Ce sont des batteries très faciles d'utilisation, très rapides, parce qu'un bébé, ça n'a pas de grosse capacité d'attention, et qui utilisent du matériel très simple, comme je vais vous montrer après. Et ces batteries, elles permettent de tester tous les aspects, donc le fonctionnement de l'œil, mais aussi la capacité à explorer son environnement, à fixer, à suivre l'étendue du champ visuel, du champ attentionnel, etc. Ce qui veut dire que dès 3 mois de vie, on est capable de dire si un bébé est à risque sur le plan de sa fonction visuelle et du coup de le prendre en charge de manière adaptée. Le matériel qu'on utilise, c'est un matériel simplissime qui est adapté au bébé et la totalité de la batterie prend moins de 10 minutes puisque chez un bébé, 10 minutes, c'est vraiment précieux. Et donc, à la suite, batterie d'évaluation de l'attention chez le jeune enfant. Et donc, évidemment, l'idée de dépister ces troubles neurovisuels, c'est d'aller les rechercher, que ce soit sur un critère lésionnel, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés dans des situations qu'on considère comme étant à risque, donc dans des situations d'anoxie avec des arrêts respiratoires, d'hypoxie dans des situations où le cœur s'est ralenti au moment de l'accouchement, de cordon autour du cou, de prématurité. Donc tous ces facteurs de risque de vulnérabilité devraient conduire à l'évaluation systématique de la fonction visuelle pour ne pas passer à côté de ces difficultés neurovisuelles. Mais ça peut être aussi un adressage sur un critère comportemental, par exemple l'absence de contact visuel, puisque je vous l'ai dit, finalement, des stimulations inadéquates autour de la naissance peuvent avoir un effet délétère, certes moindre qu'une lésion au niveau occipital dans les aires visuelles cérébrales, mais malgré tout, ça peut avoir un effet très important sur le développement de la fonction visuelle. Donc il y a aussi nécessité, dans ces cas-là, de pouvoir apprendre au bébé à fixer, à suivre, à comprendre, à faire attention, et surtout le rétablissement du contact visuel entre les parents et un bébé, le fait que des parents puissent comprendre que leur bébé peut apprendre à voir et peut les regarder, ça va être un énorme changement sur le plan de la relation et de l'interaction. Ça peut être aussi donc tout simplement un adressage dans des populations à risque, même s'il n'y a pas de preuve d'atteinte neurologique. Et par exemple, avec Sarah, on avait ce projet d'aller regarder systématiquement comment étaient tous ces processus visuels et la fonction visuelle chez les enfants qui étaient nés par PMA. Mais voilà, c'est en cours, mais on n'aura pas le temps sans doute de rentrer dans les détails. Mais c'est aussi le cas chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, des troubles du développement, des troubles des apprentissages, etc. Et donc le but de cette évaluation précoce, c'est vraiment de pouvoir stimuler précocement et de manière adaptée les enfants pour éviter les effets délétères de ces difficultés, quelle qu'en soit l'origine, sur le développement. Et donc les principes de stimulation de ces enfants. Donc nous, on fait énormément de guidance parentale et je pense que c'est quelque chose qu'on va encore plus développer dans les années à venir. Et donc pour tous ceux qui nous envoient des bébés, donc Sarah, Muriel, Marie-Christine Laznik, Claire Favreau, donc tous ces cliniciens avec lesquels on travaille beaucoup, l'idée c'est de former les parents à la stimulation adaptée visuelle de leur bébé. Et cette guidance parentale, elle est très importante aussi pour reconstruire une relation, un lien qui n'ont peut-être pas eu lieu les premières semaines de vie ou les premiers mois de vie du fait de ces troubles de la relation préverbale visuelle. Et donc, ces stimulations, elles s'opèrent par tranche de 5 minutes parce que les bébés ont une fenêtre attentionnelle très courte. Et on va donner un programme aux parents et on va leur expliquer comment faire pour jouer avec leur bébé et les stimuler plusieurs fois 5 minutes par jour. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir automatiser ces processus de fixation, de poursuite, de compréhension de ce qui est vu, d'analyse visuelle. Et les enfants vont
vont quelque part construire leur vision dans l'interaction avec leurs parents, qui sont quand même les adultes les plus motivés et les plus présents au quotidien. Et on sait maintenant que plusieurs fois 5 minutes par jour, ce sera toujours mieux, même s'il y a des jours où les parents ne le font pas, qu'une heure avec un spécialiste une fois par semaine. Et donc, il n'y a aucune comparaison. Et l'idée n'est pas de transformer les parents en soignants, pas du tout. L'idée, c'est que les parents, de toute façon, sont en interaction avec leur bébé et que, tant qu'à faire, autant leur expliquer comment interagir de la manière la plus adaptée et la plus efficace avec leur bébé. Et donc, au travers de ces jeux visuels qu'ils vont faire avec leur bébé, ils vont aussi avoir les moyens de mieux comprendre les réactions de leur bébé et d'interagir de façon plus adaptée avec eux. Et donc, on est en train même de réfléchir, parce qu'on a monté un groupe de recherche sur ce lien entre vision et autisme. On est même en train d'essayer de réfléchir à la possibilité de proposer ce type d'entraînement de manière beaucoup plus large à des dyades, mère ou père et bébé, ou des triades, voilà, pour stimuler le développement de la fonction visuelle chez tous les bébés qui pourraient avoir une absence de contact visuel notée pendant les premières semaines ou les premiers mois de la vie. Et donc, on utilise un matériel très simple qui existe déjà dans le commerce avec des stimuli noirs et blancs bien contrastés qu'on va montrer aux parents, à qui on va expliquer comment s'en servir, y compris d'un point de vue environnemental. Vous avez maintenant des tours de lit noirs et blancs, des dalles noires et blanches au sol pour permettre au bébé de ramper dans un environnement dans lequel il est capable de percevoir. Parce que si on utilise ces stimuli lumineux, colorés, noirs et blancs, c'est parce que chez ces enfants qui ont des troubles neurovisuels, et je n'ai pas parlé d'épidémiologie, mais sachez que ça représente au moins 5% de la population générale, donc c'est énorme. Donc c'est pour permettre à ces bébés de pouvoir évoluer dans un monde visuel qu'ils perçoivent. Et donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop longue, l'idée, c'est vraiment de systématiser l'évaluation de la fonction visuelle, et en particulier pour dépister des atteintes non seulement de l'œil avec un examen ophtalmologique, mais jusqu'au cerveau. De pouvoir du coup penser qu'éventuellement il y a une alternative au diagnostic de trouble du spectre autistique qui est peut-être un trouble neurovisuel ou peut-être les deux, un trouble neurovisuel et un trouble de l'interaction. Ça a des implications très fortes pour l'étude du lien entre vision et interaction. Et donc, je vous le disais, au sein du GIS Autisme, donc GIS, c'est Groupement d'intérêt scientifique, on a créé le club Autisme, Vision et Troubles du neurodéveloppement, dans lequel voilà, vous êtes tous conviés. Il y a des réunions très régulières. Il y en a une prochainement le 15 juin. Et il y a nécessité d'y inclure aussi des cliniciens pour essayer justement d'avancer sur ce lien. Donc tout à l'heure, les deux Bernard ont parlé du lien entre la perception, l'action, la construction de l'objet, le lien, l'attachement, etc. Et l'idée, c'est justement d'étudier cette relation-là dans cette interaction, vision et interaction. Et évidemment, le but, c'est de pouvoir stimuler, d'automatiser les fonctions visuelles de base, donc la fixation, la poursuite, l'attention, etc., pour améliorer les interactions et les apprentissages. Voilà. Donc tout ça est fait en collaboration, évidemment, avec mon laboratoire, mon équipe à l'hôpital, mais aussi la regrettée Titiana Zala, qui travaillait beaucoup sur l'autisme et avec qui on avait initié ce travail de réflexion sur le lien entre vision et autisme. Et puis des collègues à l'étranger, en France, et puis les cliniciens que j'ai cités, avec qui on suit pas mal d'enfants en commun. Et j'ose espérer qu'ensemble, on est efficace. Voilà, je vous remercie. J'interromps les applaudissements juste pour vous dire que j'ai mis le mail en bas de l'association qui diffuse les batteries d'évaluation de ces troubles visuels chez l'enfant et qui bientôt diffusera cette batterie pour les bébés. Voilà, je m'excuse.